Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre. Aujourd'hui, ce n'est pas une revue d'actualité, car aujourd'hui, c'est un spin-off d'une revue d'actualité. Un spin-off, un prolongement sur une problématique spécifique, en l'occurrence, les attaques contre la liberté d'expression sur Internet. Alors, cette petite vidéo va prendre la forme, en fait, d'un coup de téléphone, tout simplement, avec un copain qui s'y connaît, pour des raisons de formation professionnelle et universitaire, est compétent dans ces domaines-là, et qui va nous dire quelques mots en particulier sur les stratégies qui sont en train de se mettre en place, en particulier évidemment dans l'anglosphère, qui est toujours en avance sur notre petite province périphérique francophone, les stratégies qui sont en train de se mettre en place pour flinguer les médias alternatifs anglophones. Alors, une précision, bon, la qualité sonore est pas terrible, parce que c'est un coup de téléphone enregistré. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Toutes mes excuses vraiment pour cette qualité sonore défectueuse. Il semble bien que le système soit en train d'activer ses défenses, qu'il ait réussi à localiser les cibles, et que les missiles soient en train de partir sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de partage et sur les sites de paiement. Roubachov, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bonjour. Donc effectivement, il y avait quelques éléments avant-coureurs qu'on avait bien remarqués depuis quelques années. Des bannissements par exemple de Wikileaks, dont on avait coupé les moyens de financement vers 2011. Des bannissements de gens comme Alex Jones et InfoWorld en 2018, qui avaient été virés par PayPal, par Twitter, par Apple, etc. Et là, on vient d'avoir un cas assez emblématique qui a déclenché une crise aux États-Unis dans le microcosme des youtubeurs de la alt-right en particulier. C'est ce qu'on appelle l'affaire Patreon Purge, qui correspond au bannissement de la plateforme Patreon d'un youtubeur anglais qui s'appelle Sargon of Akkad. Sargon of Akkad, qui est un youtubeur assez connu et qui a un site, on va dire pro-Brexit, bon, tout ce qui est cette sphère de réinformation, généralement pro-Trump, qu'on qualifie vaguement d'alt-right, on va dire la droite américaine pro-Trump, qui gère un espèce d'ensemble de sites YouTube souvent assez bien fait, assez performants, et qui joue généralement un grand rôle dans la réinformation des Américains et des Français aussi par la même occasion. Donc, pour en savoir un petit peu plus, donc un petit aparté sur le fonctionnement de YouTube et de la rémunération des YouTubeurs. Donc, il y a deux manières de se rémunérer sur YouTube, c'est soit de passer de la pub, soit d'avoir des dons de la part des YouTubeurs. Et pour ça, YouTube utilise une plateforme qui s'appelle Patreon. Voilà. Donc, si vous aimez bien un YouTuber, vous lui envoyez de l'argent via la plateforme Patreon. Voilà, vous vous loguez, vous ouvrez un compte et puis vous versez régulièrement de l'argent. Bon, il y a eu donc ce Patreon Purge. Patreon fonctionne avec PayPal, et PayPal lui-même fonctionne avec Visa ou Mastercard. C'est-à-dire que vous pouvez payer sur la plateforme PayPal, vous leur donnez votre numéro de carte Visa ou carte Mastercard, et comme ça, votre youtubeur préféré peut recevoir de l'argent et être financé et en vivre, faire de l'information de qualité. Donc, ce qui s'est passé sur Sargon of Akkad, c'est qu'il a été banni en mi-décembre. Il a été banni de but en blanc de la plateforme Patreon. Il a été banni pourquoi? Il a été banni parce qu'il avait tenu des propos soi-disant inacceptables. Il avait employé le célèbre N-word américain, d'accord, qui est un mot tabou aux États-Unis, en tout cas quand il est employé par les Blancs. Hein, bon, ça veut dire nigger, je le remets dans le célèbre N-word américain. Et donc, il a été banni de Patreon. Donc, deux choses qui sont importantes à savoir, c'est qu'il a été banni pour des propos qu'il a tenus sur une autre chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il a été banni, pas parce qu'il avait contrevenu à l'utilisation de sa chaîne YouTube personnelle, mais pour des propos qu'il avait tenus sur une autre chaîne YouTube. Et son bannissement a été injustifié du point de vue contractuel. C'est-à-dire qu'il a été banni pour non-respect de la charte morale, ou pour du hate speech, ou des choses comme ça. Voilà, donc en fait, on peut dire d'une certaine manière qu'on n'attendait que l'occasion, de le dégager, et l'a dégager sans faire de manière, en lui disant que son attitude avait été non conforme aux
aux règles morales, on va dire, de Patreon, et donc qui lui fermait son compte. Donc ce monsieur s'est retrouvé avec privé de financement. Donc ça fait un grand bruit aux États-Unis. Donc finalement, ça fait partie d'une guerre qui est en train d'être menée par l'establishment américain et notamment par les processeurs de paiement. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Au niveau des paiements, ce qu'il faut savoir, c'est donc comment fonctionne une plateforme Patreon. Quand vous allez sur la plateforme Patreon, vous allez faire un virement par PayPal, d'accord? PayPal permet de faire des échanges, il y a plusieurs personnes qui ont des comptes PayPal, donc on peut échanger de l'argent d'un compte PayPal à un autre compte PayPal. Ce que vous faites en général, c'est que vous fournissez votre numéro de carte à PayPal, voilà, c'est une carte Visa ou Mastercard si vous êtes américain par exemple. Et ensuite, Visa, Mastercard se charge de faire l'acheminement des transactions de paiement entre le porteur de la carte et se charge de dénouer de faire toutes les transactions entre les comptes, entre le compte du porteur de la carte et le destinataire. Voilà. Donc en fait, on se rend compte, donc aujourd'hui, techniquement parlant, Visa et Mastercard sont vraiment des goulets d'étranglement en situation de quasi-monopole sur l'acheminement de toutes les transactions bancaires, au moins aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. On se rend compte, alors, il y a eu une enquête qui a été menée par un autre YouTuber, vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez, qui s'appelle Matt Christiansen et qui a discuté avec le patron qui a discuté avec le service commercial de Patreon. Voilà. Et il a demandé, mais pourquoi vous avez supprimé les comptes? Et on s'est rendu compte que les comptes ont été supprimés sur des raisons complètement vaseuses de hate speech, c'est-à-dire que ça a été supprimé non pas pour avoir contrevenu à des règles contractuelles du contrat avec Patreon, mais tout simplement pour des raisons complètement subjectives, parce qu'il y a un comité soi-disant d'éthique de Patreon qui a décidé que les personnes avaient tenu des propos inacceptables, éventuellement en dehors de leur chaîne YouTube, en dehors de ce qui est en dehors du contrat qui les lie avec Patreon. Donc c'est vraiment une véritable attaque complètement injustifiée d'un point de vue légal de la part des plateformes de financement vers les YouTubeurs. Et le résultat de tout ça, c'est que Patreon a dit non, on n'est pas une plateforme de free speech, on n'est pas sur un marché libre et nos règles de fonctionnement sont totalement subjectives. Voilà. Donc ça c'est un grand bruit aux États-Unis, c'est l'affaire Patreon Purge, et donc à l'issue de ça, la communauté des youtubeurs américains, notamment celle de la Threads, s'est rendu compte qu'il y avait un focus qui était fait sur eux et que ce focus, dont Patreon l'a avoué par la suite, fait sous pression de Mastercard. Donc actuellement on se rend compte que Mastercard, un des deux grands quasi-monopolistiques dans la sphère occidentale, est en train de faire pression sur les plateformes de financement pour qu'elles bannissent purement et simplement tous les gens qui ont des discours qui ne leur conviennent pas. Voilà. Les gens qui donc ont été... Alors il y a eu un grand mouvement de départ de la part de certains youtubeurs, de nombreux youtubeurs, au premier rang desquels comme des gens comme Jordan Peterson, qui sont des gens extrêmement connus, qui gagnent beaucoup d'argent sur YouTube, et ces gens ont dit Patreon n'est pas fiable, Patreon fait de la censure, Mastercard fait de la censure, PayPal fait de la censure, on quitte Patreon. Ils ont commencé par quitter Patreon. Et il y a des gens qui ont essayé de se rabattre vers d'autres plateformes, comme notamment Subscribestar. Et là, pareil, Subscribestar a viré les gens comme ça suite à des pressions, sans raison particulière. Et donc, il s'avère, il y a de très 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 fortes suspicions sur le fait que ces pressions sont le fait de Mastercard, c'est-à-dire des processeurs de paiement, c'est-à-dire des gens qui contrôlent les tuyaux d'acheminement les tuyaux d'acheminement du financement de toutes ces plateformes Patreon. Autre exemple, il y avait un site que je connais pas mais qui s'appelle gab.com, où j'ai un petit peu regardé. Pareil, c'est là où se réfugient, on va dire, un certain nombre de gens de la droite américaine, ça contient des forums, etc. Et il y a eu des pressions sur Coinbase, pareil, qui est un opérateur de paiement qui permet de faire des paiements. Il y a eu des pressions qui ont été faites, encore une fois, par Mastercard, pour que Coinbase ferme les comptes de Gab. Voilà. Donc actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une guerre qui est en train d'être menée, qui a été mise à jour par l'affaire Patreon Purge du bannissement de Sargon of Akkad. Il y a une guerre qui est en train d'être menée, apparemment, par les processeurs de paiement qui font des pressions sur les plateformes de crowdfunding pour fermer les comptes des gens non conformes. Et par contre, effectivement, qui fait pression sur ces gens Mastercard, sur ces gens Visa, sur ces PayPal, etc. On ne sait pas. Est-ce que c'est des gens qui, de leur propre chef, ont décidé que certains n'auraient pas le droit de parler? Est-ce que les pressions viennent d'ailleurs? Est-ce qu'elles viennent des banques, etc. Sachant qu'il y a quand même un écosystème entre les processeurs de paiement, les banques, etc. Voilà.
Donc en tout cas, pour l'instant, la piste remonte jusqu'au processeur de paiement là-dessus. En ce moment, ils sont en train de chercher à trouver une alternative au financement actuel, le financement actuel qui se fait via les plateformes, Visa, Mastercard. Donc ils sont en train de chercher des alternatives du côté des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Mais donc c'est pas simple. Voilà. Pour tout dire, c'est pas simple. Puisque le Bitcoin n'est pas encore une monnaie. Comment marche le Bitcoin et comment marchent les crypto-monnaies. Si vous voulez du Bitcoin, il faut aller sur une plateforme sur laquelle vous allez faire un virement d'argent, de monnaie donnante et trébuchante, des dollars, des euros, ce que vous voulez, des yens. Vous virez de l'argent sur cette plateforme, vous faites un virement, vous faites un paiement par carte bancaire, et sur cette plateforme, le propriétaire de la plateforme va vous échanger votre argent contre des bitcoins. Mais une fois que vous aurez vos bitcoins, vous serez un YouTuber et vous aurez vos bitcoins, il faudra encore une fois que vos bitcoins, vous les transformiez en monnaie sonnante et trébuchante, d'accord? À moins que vous puissiez les dépenser directement. Et si vous voulez les changer en monnaie sonnante et trébuchante, il va falloir que vous alliez sur une plateforme et que sur cette plateforme, vous vendiez l'argent contre du dollar, de l'euro, du yen, ce que vous voulez, et qu'ensuite, cet argent, vous puissiez le placer sur un compte, d'accord, sur votre compte bancaire. Donc, le Bitcoin pourrait éventuellement être une solution, mais il y a encore un problème, c'est que les points d'entrée et de sortie entre le monde Bitcoin et le monde de la monnaie telle qu'elle existe actuellement, c'est-à-dire dollar, euro, ces points d'entrée-sortie, sont encore contrôlables, on va dire. Il peut encore y avoir des pressions sur des sociétés, de la part des banques, de la part de Mastercard, Visa, pour qu'elles ferment les comptes, encore une fois, des youtubeurs qui ne leur conviennent pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait que les youtubeurs, pour utiliser les crypto-monnaies, puissent ouvrir des comptes chez des opérateurs et à partir de là, échanger leur bitcoin en dollars, en euros, etc. Et ça, c'est pas encore gagné puisque les flux entre ces plateformes et le monde bancaire traditionnel sont encore sous contrôle. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc l'objectif, il semble clair pour tous ceux qui analysent un petit peu le sujet. L'objectif reste clair, c'est que c'est le contrôle des futures élections, notamment en 2020, via l'assèchement des revenus de tous les sites pro-Trump. Puisqu'aux États-Unis, on peut dire qu'à part Fox News, il n'y a pas de gens qui sont pro-Trump, et que si on assèche complètement tout l'écosystème des youtubeurs pro-Trump, il y a de fortes chances que ça puisse faire décider les élections. Donc voilà où on en est. Donc actuellement, la prise de pouce, alors il y a une autre solution bien sûr, c'est les recours en justice, une class action contre antitrust qui va probablement être menée aux États-Unis contre les Visa, les Mastercard, les PayPal, etc. Donc il se prépare probablement deux ripostes aux États-Unis, une riposte via les crypto-monnaies et une riposte via les lois antitrust. Et ce qui se joue, tout simplement, c'est aujourd'hui le contrôle des élections, la destruction des médias non conformes, la Silicon Valley, grosso modo, commence à se révéler pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des gens qui contrôlent la pensée, qui contrôlent le discours et qui veulent intervenir pour, grosso modo, contrôler les élections, contrôler la démocratie. Et ils sont reliés à ça par des gens qui ne sont pas très nécessairement issus de cette espèce de mouvance New Age de la Silicon Valley, qui sont des gens un peu plus anciens, comme Visa et Mastercard, mais qui, a priori, ont l'air de vouloir prendre parti, eux aussi, pour censurer le discours non conforme. Donc voilà, il y a un enjeu très important qui est celui du financement des médias alternatifs, avant éventuellement leur bannissement définitif, puisque Sargon Affakad continue à faire des vidéos sur YouTube, alors que des gens comme Alex Jones se sont fait, eux, littéralement dégagés. Donc voilà la vision que j'en ai actuellement sur cette affaire d'attaque en règle, maintenant on peut dire en règle, de la sphère financière et Silicon Valley contre le financement de l'alt-right et des sites alternatifs, au moins sur YouTube et aussi sur les autres plateformes. Voilà, Michel. Ok, écoute, non, je crois que c'est très clair. C'est une information à intégrer. Alors, moi, j'ai une réponse à ça, c'est très simple. Ce que je fais sur YouTube me rapporte rien. Donc, il y a une solution, déjà, il y a une réponse, c'est la gratuité. Bon. Le problème, effectivement, c'est que quand ce que tu fais, ça te rapporte rien, tu peux le faire que quelques heures par semaine. Parce qu'il faut bien que tu manges. Et donc, il y a un moment... Et voilà, tu veux pas forcément te déplacer, et puis c'est-à-dire qu'à un certain moment, quand tu veux vraiment développer une chaîne YouTube, effectivement, il faut que ça te rapporte de l'argent. Tu peux faire un truc comme ce que je fais, un machin d'amateur qui va avoir 25 000 abonnés en lisant des bouquins et en les présentant, mais tu peux pas faire beaucoup plus,
si ça rapporte pas d'argent. C'est sûr que là... L'analyse, tu peux la faire en lisant des livres, tu peux la faire de chez toi, mais les gens qui veulent faire du journalisme, au bout d'un moment, ils sont obligés de se déplacer, de faire de la couverture d'événements, et il faut du temps et de l'argent. Donc effectivement, tous ces médias américains qui arrivent à des 400, 500 000 abonnés peuvent passer professionnels et puis faire des reportages, se déplacer, se payer les notes de frais, se payer l'avion, se payer l'hôtel. Bon, ils peuvent vivre. Et je pense que effectivement, il n'y a pas de journal que tu peux faire comme ça. Tu peux faire un peu d'analyse bénévolement depuis chez toi, mais le journalisme, je pense que ça se fait quand même. Sur le terrain, et en coupant la possibilité aux youtubeurs de faire du journalisme de terrain, il est clair qu'il empêche l'information alternative, que c'est une atteinte, je pense, gravissime, à la neutralité du net, et plus en avant à la démocratie. Voilà mon opinion, et c'est ce qui, à mon avis, ressort des derniers événements. Ok, bah écoute, c'était très clair, merci pour l'info. Ok. Voilà. Et puis, écoute, bon courage, à plus. À plus, ciao. Bye, ciao. Voilà, encore merci à Roubachov pour ses lumières. Bon, tout ça, c'est pas franchement des bonnes nouvelles, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. La prochaine vidéo sera encore un spin-off consacré à la guerre de Syrie, où je crois qu'on peut dire maintenant que Bachar el-Assad est en train de gagner, apparemment. Mais avant, j'intercalerai probablement un format court pour répondre aux gens qui m'ont demandé mon opinion sur le RIC suite à ma récente vidéo sur les gilets jaunes. Donc je ferai un petit format court, face caméra, one mic, one take, comme on dit en bon français, juste pour donner mon avis là-dessus. Et je vous dis donc à bientôt.